ce webinaire. Donc, c'est le 5e webinaire d'une série sur le pricing, sur les KPI SaaS, sur l'optimisation du business dans le SaaS. Enfin, voilà, toute une grande série sur tout l'univers du SaaS, surtout côté data, parce que l'objectif, c'est bien de faire du business. Donc aujourd'hui, on va parler en fait du pricing. Alors en fait, ça pourrait être le premier webinaire, parce qu'en fait, tout commence de là. À un moment, il faut bien poser un prix sur un produit, et sachant que on est dans un business un peu particulier, cette notion de prix est hyper importante et définit vraiment l'intégralité de la rentabilité de notre business. Donc, je vais me représenter. Je suis Olivier Martineau, donc je suis le fondateur de Churniro. Churniro existe depuis un an. Enfin, on travaille sur Churniro depuis un an. Ça fait juste quelques mois qu'on a nos premiers testeurs et nos premiers utilisateurs et qu'on commence à délivrer de la valeur et à rendre de vrais services. Avant, j'avais fondé 2 autres SaaS. On pourrait même dire 3 ou 4, ça dépend encore comment on compte. Mais ma première startup, c'était une solution de e-commerce qui s'appelle 42 Store. On était 2 associés, on avait 2 idées. On a fait la première 42 Store et puis après, on a fait la deuxième, qui était ma deuxième startup qui s'appelle Spread, qu'on a vendue il y a maintenant 5 ans. Je suis resté 4 ans après et voilà, depuis un an, je travaille sur le sujet du Churniro et des KPI SaaS. Alors, on va regarder, c'est un webinaire que j'ai déjà fait devant des incubateurs parce que ça intéresse pas mal les jeunes startups, mais en fait, ça peut intéresser n'importe qui à partir du moment où on se repose des questions sur son pricing, comment on veut construire son pricing et ce qu'on aimerait mettre dedans. Alors, où est ma présentation là? Voilà. Donc, l'idée du pricing SaaS, c'est d'abord de construire tout un système qui va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes par rapport à son business, parce que c'est un prix, c'est-à-dire qu'on a un utilisateur qui va payer un certain montant pour gagner de l'argent, pour vous permettre de gagner de l'argent, mais surtout pour pouvoir avoir accès à une solution qui va lui délivrer de la valeur. Mais pour autant, c'est pas juste un achat de une fois, on est sur un achat récurrent, quelque chose qui va durer dans le temps, et il faut voir comment ce système de prix va vous permettre de construire du revenu. J'ai perdu ma slide, là voilà. Donc d'abord, on va dire, quasiment jeter sur la table un prix parce qu'en fait, le prix que l'on met sur son logiciel n'a absolument rien à voir avec les coûts, ni les coûts de fonctionnement, ni les coûts de développement. On n'est pas en train de faire du sur-mesure, on est en train de faire du prêt-à-porter, du logiciel en mode prêt-à-porter qui va être diffusé suivant votre marché ou suivant votre ambition. Donc là, ça peut être très très large et globalement, on considère assez vite que le coût de fonctionnement d'un SaaS devient marginal et que en gros, il n'y a pas de coût par rapport à ça. Alors, on met un prix par rapport à la concurrence, par rapport à ce qu'on imagine être bien. L'idéal, ça serait d'avoir un prix qui soit par rapport à la valeur que l'on délivre à nos utilisateurs. Mais c'est pas facile en fait dès le début de bien comprendre la valeur que l'on délivre. Donc on imagine un prix. En gros, on donne un prix un peu au hasard, quoi. C'est un petit peu ça la base, la base du premier prix. Et ce qui s'avère en fait, c'est que ce premier prix, il est toujours trop faible. Pourquoi il est toujours trop faible? Parce que on sous-estime la valeur que l'on délivre avec son produit, toujours. D'ailleurs, on n'aime pas son premier produit, il manque des choses, il n'est pas assez bien fait, on voudrait en faire plus avec, on a une vision beaucoup plus large que ce qu'il va délivrer au début, c'est normal. On est en train de le construire. Donc, si on le construit, ça veut dire qu'il n'est pas fini, ça veut dire qu'il ne délivre pas ce qu'on veut qu'il délivre. Mais pour autant,
il faut quand même le facturer plus cher que ça. Alors la bonne base, en fait, c'est tout le temps de doubler son prix, le premier prix auquel on pense. Et en fait, si on est trop à l'aise avec son prix, c'est qu'on n'est pas assez cher, clairement. Donc du coup, bon, bah voilà, on était parti de 50 €, on va dire, on va le doubler, on va partir à 100 €. Ok. Prochaine étape. Alors, il y a les seuils psychologiques, même en B2B, ça marche pas mal. Donc, les prix en neuf, ça reste des grands classiques. Il y a quand même pas mal d'études qui montrent qu'il y a un vrai impact sur ces seuils psychologiques. Donc, autant jouer dessus, ça coûte pas grand-chose. Allons-y. Ensuite, le prix, ce qui est important, c'est que déjà, il va falloir penser à un élément qui va faire que le prix va augmenter pour les clients qui vont être de gros utilisateurs. Il faut mettre une variable, une notion de variable. Ça, c'est pas toujours facile. Il y a plein de variables possibles. Euh, j'ai fait la semaine dernière un webinar sur comment faire en sorte qu'on a un prix, qu'on ait un pricing qui permet à la facture d'augmenter, à la facture de nos clients d'augmenter naturellement dans le temps. Bah, il y a plein de dimensions possibles par rapport à ça. J'en parlais dans ce webinaire-là. Donc, le grand classique, c'est le par utilisateur. En fait, ça, c'est vraiment un héritage historique du mode de facturation du logiciel. Vous savez, quand on achetait un CD, qu'on l'installait sur son poste de travail, on facturait, on achetait une licence par poste de travail. C'était assez simple. Fallait être devant l'ordinateur pour utiliser le logiciel. Maintenant, avec les technologies SaaS, c'est plus du tout pareil. On est sur le web, c'est plus du tout lié à un poste de travail. Un coup, on est sur son téléphone, un coup, on est sur son portable, un coup, on est sur le PC de la maison. Enfin, ça n'est plus du tout lié à l'ordinateur. Donc, assez naturellement, on est passé de cette facturation au poste de travail à la facturation par utilisateur. Mais en soi, cette facturation par utilisateur, c'est pas non plus, comment dire, un truc ultime, et il y a bien mieux à faire. Pas forcément le sujet de ce webinaire-là, mais il y a des vraies réflexions à avoir autour de tout ça sur est-ce qu'on peut pas facturer sur quelque chose qui va être plus près de la valeur que l'on délivre. Je vais vous donner un exemple. Je discutais avec le PDG de Cegid. Il disait qu'en fait, ils ont beaucoup fait évoluer de tout ça parce qu'ils partaient historiquement aussi d'une facturation à la licence par poste, ils sont passés à l'utilisateur. Et maintenant, en fait, comme ils ont de l'intelligence artificielle qui arrive dans leur logiciel, en fait, l'intelligence artificielle fait que l'utilisateur est de plus en plus performant. Et en fait, du coup, quelque part, il y a besoin de moins d'utilisateurs, donc moins de postes, donc moins de facturation de logiciel. C'est pas normal, du coup. Il y a un problème. Il y a un problème. D'un côté, on a un logiciel qui est super performant, ce qui fait que l'utilisateur gagne du temps, qu'il y a même besoin de moins d'utilisateurs, donc payer moins de licences, et donc on gagne moins d'argent. On a un logiciel qui est plus performant, on gagne moins d'argent. Là, il y a un petit problème. Donc eux, ils sont en train de travailler sur aligner tout ça et commencent à facturer sur des variables différentes et plus seulement par utilisateur. Donc ça, c'est une saine réflexion par rapport à tout ça. Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez marquer des commentaires comme étant des questions, et puis moi, je peux vous répondre en direct ou tout de suite après. On aura un petit peu de temps pour des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, la notion de variable de volume, comment est-ce que les gros utilisateurs payent plus cher que les petits utilisateurs? Alors, une des possibilités aussi, c'est de faire payer les utilisateurs qui tirent le plus de valeur en séparant les fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on va avoir des fonctionnalités qui vont faire en sorte que l'utilisateur paye plus. En général, des fonctionnalités qui sont destinées à des clients plus matures, qui seront dans des plus grosses entreprises, qui vont avoir un niveau d'utilisation supérieur et où le logiciel va rendre plus de services. Donc là, typiquement, on est sur les plans. On découpe notre logiciel en plans et on a le plan
d'abonnement professionnel et on a le plan d'abonnement premium. Un exemple très classique. Cette répartition des fonctionnalités est pas évidente du tout et c'est probablement quelque chose qui va évoluer chez vous dans le temps et il faut vraiment réfléchir à ces fonctionnalités-là. L'idée de base, c'est que dans le plan inférieur, il ne faut pas supprimer des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de tirer de la valeur de votre produit. Mais en même temps, il ne faut pas en mettre trop non plus pour qu'ils aient aussi besoin à un moment dans leur maturation de l'usage. Par exemple, quand on a un logiciel marketing, au début, on fait des choses simples en marketing, et puis après, on va faire des choses de plus en plus complexes. En fait, ce moment-là doit s'accompagner d'une évolution de tarif. C'est pour ça que votre modèle de tarification doit permettre cette évolution. Donc là, on a un abonnement pro, un abonnement premium, somme toute assez classique. Alors souvent, ça c'est un gros intérêt d'avoir plusieurs prix, c'est qu'il y a une notion de biais d'ancrage. Et quand on va vous proposer un prix, il y en a un autre à côté. Et en fait, 99 €, du coup non, 99 €, c'est pas cher par rapport à 199 €. Ok, mais en même temps, ce 199 €, ça ouvre des questions. C'est-à-dire, OK, mais est-ce que je vais avoir besoin de ce plan premium? Bon, si jamais j'en ai besoin, il est là, je pourrais y aller. Donc, il y a vraiment des intérêts à avoir plusieurs prix parce que ces prix permettent de mettre des modes de fonctionnement intellectuels chez l'utilisateur qui sont très intéressants. Et puis c'est vrai que alors, juste, pour revenir dessus, mais un des sujets, c'est pas, poser une question qui va être, binaire entre, je prends l'abonnement ou je ne prends pas l'abonnement. Du coup, la question, on va tout de suite décaler sur je prends l'abonnement professionnel ou je prends l'abonnement premium? Voilà, ça aussi fait partie des biais d'ancrage qui sont assez intéressants. Alors après, typiquement, on va proposer un essai gratuit ou pas d'ailleurs, parce que c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui mérite réflexion. Et en gros, il y a 2 modes de vente. Oh non, il y en a 3. Il y en a un sur l'USaaS qui est le product led, c'est-à-dire que les gens vont venir créer un compte et automatiquement vont s'onboarder, etc. Donc quelque chose qui va être basé sur de la gen lead, la génération de lead, du trafic sur le site, etc. Où on va être en mode self-service. Les gens vont se débrouiller tout seuls, vont commencer à utiliser l'outil tout seul, etc. Et ça, typiquement, la notion d'essai gratuit ou de freemium, on va en parler tout de suite après, c'est hyper important parce que c'est une façon d'engager le client, d'engager une relation avec le client. Deuxième mode de vente, c'est ce qu'on appelle sales lead, sales led, mon anglais n'est pas terrible, sales led, donc piloté par des commerciaux. Et là, en fait, la démarche, elle est complètement différente. On a des commerciaux qui vont avoir une approche commerciale avec un prospect, ils vont faire une démonstration, ils vont faire une proposition commerciale. Et une fois qu'ils vont avoir fait la proposition commerciale, et bien derrière, ils vont faire signer un devis. Et à partir de ce moment-là, on va créer le compte à l'utilisateur. Et en fait, la notion d'essai gratuit, elle est moins importante, voire elle peut être pénalisante. Parce qu'un essai gratuit, si votre produit n'est pas fait pour être pris en main tout seul, en fait, ça risque d'être assez déceptif pour l'utilisateur. Quelque chose qui est important, c'est un peu un tout petit sur la slide, mais c'est la durée d'essai gratuit. Il y a longtemps, on était sur des essais gratuits qui étaient typiquement d'un mois. Et en fait, tout le monde est descendu. Et globalement, depuis quelques temps, c'est 15 jours d'essai gratuit. Pourquoi? Parce que quand on donne trop de temps à un utilisateur, eh bien, en fait, il va prendre son temps et entre guillemets, il va tester au dernier moment. Donc, c'est très, très dommage. Moi, sur ma précédente startup, on avait mis en place des essais gratuits pour des utilisateurs. On était plutôt en mode sales-led. On mettait des essais gratuits et en fait on rendait compte, alors ça c'est typique, hein, on crée le compte à l'utilisateur, on lui envoie un email et il n'essaye pas.
il essaye pas et au bout d'un moment, il dit: «Ah là là, mais mon essai gratuit est bientôt fini, je vais essayer vite fait», et puis des fois, il essaye même pas du tout. Donc en mettant un essai gratuit avec une durée très, très limitée, et ben, du coup, on va aller, les inciter, à aller beaucoup plus loin, dans la démarche et à passer à l'action et à vraiment rentrer dans le logiciel. C'est ça l'idée de l'essai gratuit, avec une durée qui est très courte. Alors dans mon plan là, j'ai rajouté un petit élément, le plan préféré des clients. Ça, c'est quelque chose qu'on voit toujours sur les pricing, et en général, c'est pas vrai. En général, c'est juste en dessous, qui est le plan préféré des clients. Après, ça dépend la définition de préféré, de ce qu'on met dans préféré. Mais il n'y a pas de souci. Ça encore, c'est pour créer un biais d'ancrage et pour positionner un produit qui est un peu standard, hein, et faire avancer le sujet. On a aussi des fois des présentations graphiques avec un plan qui est plus gros visuellement. Alors, on parlait tout à l'heure de sales-led. Un des gros sujets, c'est que on va avoir souvent un positionnement quand on commence, qui va être orienté petit client. Et un modèle de prix qui va être aussi un peu de ce style-là. Pourquoi? Parce que, encore une fois, un manque de confiance, peut-être un manque de connaissance du marché, et on va pas forcément aller chercher les clients entreprises. C'est hyper classique dans la vie d'une startup. À partir du moment où on se dit tiens, on va aller chercher des clients plus gros, parce qu'en fait ils ont les mêmes problèmes que tout le monde. Ils ont juste des façons de gérer qui sont différentes. Donc on va construire on va afficher au moins un plan dit entreprise. Et ce plan-là, on va proposer des options supplémentaires. Là-dessus, il y a plein d'options très particulières pour les entreprises. On va parler du SSO, par exemple. Donc, tout ce qui est authentification unifiée, c'est typiquement des fonctionnalités entreprises. La gestion de groupes d'utilisateurs, c'est typiquement des fonctionnalités d'entreprise. On va avoir des problématiques de services accompagnés, d'accompagnement, voire de services spécifiques, de développement spécifique, qui sont aussi particuliers au modèle entreprise. Ou je vais vous donner un autre exemple, un truc, c'est le paiement sur facture. Typiquement, c'est pour les entreprises. Et du coup, ça, vous allez faire payer plus cher, mais on est presque sur du service personnalisé, et on va travailler sur une offre sur devis. Et du coup, je ne vais pas dire que c'est un tarif à la tête du client parce que c'est péjoratif, mais on va faire un tarif qui va être adapté. Et l'idée, c'est pas de faire moins cher, évidemment, c'est de faire plus cher, parce que on va avoir un client qui va être beaucoup plus exigeant sur tout un tas de choses, notamment de l'accompagnement, du temps. Quand on est une jeune startup et qu'on va voir des entreprises, il est pas rare d'avoir du côté de la table de réunion 3 fois plus de personnes que de votre côté, et du coup, c'est du temps à passer en fait, hein, parce que tous ces gens-là, il va falloir les gérer après quand vous allez avoir démarré votre projet. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, afficher un tarif entreprise. Ça ouvre aussi la possibilité à des gens qui viendraient sur votre site et qui verraient un prix qui pour eux serait pas assez cher, enfin ce serait très peu cher, de se dire tiens, mais il y a une offre qui est adaptée pour moi, voilà. Donc c'est vraiment une question d'affichage et de présentation. Et de l'autre côté, on a le freemium. Et le freemium, c'est complètement l'inverse. C'est, on va dire, il y a tout un tas de petits clients qui sont pas suffisamment matures aujourd'hui, qui pourraient être intéressés par votre outil, mais en fait, où il y a absolument aucune rentabilité à aller les chercher. Typiquement, quand on est en modèle sales-led, il y a pas cette rentabilité, parce que pour rentabiliser le coût d'un commercial, faut commencer à avoir des LTV qui vont être autour de 10 000 euros, en gros. C'est souvent un peu espèce de seuil. Autour de 10 000 euros, nous, sur mes précédentes startups, on était sur 8 000, ça tenait encore. C'était pas magique, mais ça tenait encore. Donc voilà, ça c'est le sujet par rapport
aux équipes commerciales. Mais bon, encore une fois, ça dépend de tellement de choses que c'est pas évident. Donc voilà, le freemium, il doit être limité. Clairement, parce que l'objectif, c'est pas que l'utilisateur reste à vie sur du freemium, c'est que à un certain moment, il ait besoin de passer sur une solution payante. Alors là, je pense typiquement à Dropbox, à ces solutions-là, où en fait, c'est tout bêtement le volume de stockage qui est utilisé, mais cette variable en fait qui fait passer de gratuit à payant, elle est pas toujours évidente. On a pas mal d'outils qui sont plus orientés B2B. C'est assez marrant, on a des modèles mixtes en fait, B2C, B2B. Et en gros, B2C, tant qu'on est tout seul, ou B2 Pro, qui est l'individuel professionnel, le freelance, l'auto-entrepreneur, l'artisan, etc., sont sur des modèles gratuits. Et en fait, on passe en modèle payant dès qu'on va apporter des notions de collaboration. Par exemple, mais je regardais tout à l'heure un logiciel qui s'appelle Cron, qui est un agenda partagé. Non, pardon, c'est pas lui, c'est son concurrent que j'ai regardé, c'est Ami. Ami, en fait, dans leur pricing, ils sont gratuits tant qu'on est tout seul. Et dès qu'on veut travailler en équipe, qu'on veut planifier des tâches, avoir des visions sur l'agenda, on passe en modèle payant. Voilà, et il y a beaucoup d'outils comme ça qui sont, on est tout seul, c'est gratuit, on passe à plusieurs utilisateurs, c'est un modèle payant. Voilà, donc deux idées de variables qui permettent de passer d'un free à un premium. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Du coup, le petit bouton ici, on a vu qu'on n'est plus sur la période d'essai, on est sur créer un compte, on est bien sur une offre self-service. Et c'est pas ouvert à tout en fait. Il faut que votre produit soit accessible en self-service et que vous puissiez construire et permettre à votre utilisateur de rentrer sur votre produit et de trouver de la valeur. C'est vraiment ça le sujet en fait. C'est trouver de la valeur, faire en sorte que l'utilisateur utilise votre produit dans le temps et qu'il en soit content. À l'autre bout sur la ligne, on a prendre un rendez-vous. Donc voilà, créer un compte, faire un essai gratuit ou prendre un rendez-vous. On a 3 options. Ça ouvre le champ des possibles pour les utilisateurs. C'est aussi bien, encore une fois, de proposer des alternatives. Comme tout à l'heure, quand on avait 2 prix où du coup le choix n'était plus binaire entre je prends le produit ou je le prends pas, là c'est un petit peu pareil. On en a pour tous les modes de fonctionnement. Il y a des gens qui vont avoir envie de tester eux-mêmes. Donc, ils vont faire un essai gratuit. Il y en a, là, non, mais hors de question que je paye, je vais prendre je vais créer un compte directement, complètement gratuitement. Et puis d'autres qui veulent être accompagnés, qui vont prendre un devis. Donc voilà, là, avec un pricing comme ça, on offre des possibilités aux utilisateurs pour qu'ils voient clairement ce qu'ils veulent faire, qu'ils aient une réponse à ce qu'ils veulent faire. Alors, le paiement mensuel ou le paiement annuel, ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est aussi un grand classique sur les startups. Donc, typiquement, le grand classique, c'est le prix annuel, c'est 10 mois. Donc, ça fait, si je ne me trompe pas, une remise de 16%. Et puis, vous, ça vous fait du cash parce que en paiement annuel, tout le monde paye directement, évidemment. Alors, il y a quelques-uns qui font du paiement mensuel, mais avec engagement annuel. C'est des modes qui sont un peu particuliers. On a ça chez Adobe, par exemple. Quand on prend une licence Photoshop, on peut prendre en vrai mensuel, on peut prendre en mensuel, mais avec engagement annuel, ou on peut faire un paiement annuel. Voilà. Les paiements annuels ou trimestriels, des fois, sont souvent demandés par les entreprises parce qu'elles ont un peu de mal à gérer des factures mensuelles. Souvent, pas très à l'aise avec les cartes bancaires. Non, c'était très très compliqué d'avoir un paiement par carte bancaire avec une entreprise de taille importante. Mais les prélèvements CEPA, ça peut encore fonctionner. Donc ça dépend un petit peu de l'entreprise. Mais souvent, ils vont vous demander une facture annuelle et puis ils vont la payer à 30 jours, 60 jours, 90 jours pour les pires. Mais voilà, ça c'est des choses qui fonctionnent. Alors moi, je suis pas super fan du paiement annuel. En tout cas,
au début de la création d'une startup. Et ça, j'allais dire c'est tout bête. Non, c'est pas du tout bête. Pourquoi est-ce que le paiement mensuel est mieux? Parce qu'en fait, vous allez avoir des clients qui ne vont pas être engagés. Et du coup, s'ils ne sont pas engagés, vous allez apprendre. Si vous ne laissez pas partir vos clients quand ils ont envie de partir, et ben en fait, vous n'apprenez pas. Et ça, c'est un vrai problème dans les premières années d'une startup. Si on n'apprend pas, eh bien, on va pas pouvoir améliorer son produit. On va avoir des chiffres qui vont être faux. Et tout notre business model ne va pas se construire correctement. Donc ça, c'est embêtant. Je vous donne un exemple. Vous engagez pendant 1 an, ça veut dire que pendant 1 an, vous n'allez pas avoir de churn. Donc pendant 1 an, si vous n'avez pas de churn, sans taux de churn, on ne peut pas calculer sa LTV. Donc la LTV, c'est la lifetime value, c'est combien est-ce qu'un client va nous rapporter. Et du coup, si on n'a pas de LTV, eh ben en fait, on va pas pouvoir calculer le ratio LTV sur CAC, et on va pouvoir savoir jusqu'à combien on va pouvoir dépenser en coût d'acquisition. Donc, soit on va dépenser trop, soit on va dépenser pas assez. Et dans les deux cas, c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Et si vous passez 1 an à dépenser trop ou pas assez, eh ben c'est très embêtant parce que vous allez perdre de l'argent. Dans tous les cas, vous allez perdre de l'argent. Donc voilà, très embêtant de pas avoir ça. Alors par contre, l'annuel, je l'ai fait aussi sur Spread, c'est génial quand on a besoin de cash. Donc chez Spread, après une levée de fonds, à un moment, on n'a pas été assez vite pour aller chercher la rentabilité, on a besoin de rentrer un peu de trésorerie. Ben, en fait, on est passé en annuel et là, ça a bien fonctionné. On a réussi à engranger du cash et à améliorer notre trésorerie sans aucun souci sur ces sujets-là. Parce que quand on encaisse 12 mois d'abonnement d'un coup, bah, ça fait une grosse opportunité. Mais bon, on perd tout le temps un peu de MRR parce que on fait toujours un geste commercial sur les clients qui payent en annuel. Donc voilà, c'est un choix. Il faut choisir. D'ailleurs, maintenant, il y a des choses qui existent. Il y a des boîtes qui font du financement spécifique. C'est intéressant quand on voit qu'on fait 16% de remise. Bah, en fait, ces boîtes-là vous financent pour pas plus cher que ça. Donc c'est intéressant. De tête, il y a Silver, Comet, je crois, avec un K. Voilà, il y en a. Non, je regarde, je les avais notés il y a pas longtemps, mais non, c'est pas sur mon bureau. Donc, n'hésitez pas, il y a des boîtes qui font du financement de SaaS. Il faut déjà avoir des KPI propres et puis voir où ça va, mais ça, c'est intéressant. Et enfin, prévoir des cross-sell et des upsell. Alors, normalement, des upsell, on en a prévu, puisque ici, donc upsell, c'est on va faire évoluer le client pour qu'il dépense de plus en plus sur le même produit. Cross-sell, on va lui vendre un nouveau produit. Donc, l'upsell, ici, il va se faire sur au moins 2 axes. D'abord, parce qu'un client peut avoir de nouveaux utilisateurs, donc plus d'utilisateurs, premier axe. Et deuxième axe, il va pouvoir éventuellement passer sur le niveau supérieur parce qu'il a atteint un degré de maturité. Des fois, il y a encore d'autres choses. On peut avoir des consommations, des choses qui sont facturées à l'usage, par exemple. Et puis après, ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est d'avoir un cross-sell, un produit que vous allez pouvoir lui vendre qui n'est pas un produit existant. Alors là, j'ai un exemple en tête très précis, c'est Celle-ci. Je ne sais pas si vous connaissez Celle-ci, qui est un éditeur de logiciels français qui fait un ERP pour les TPE, PME, qui va faire d'un côté toute la partie CRM, de l'autre côté toute la partie sales, plus tout un tas d'outils autour. Et en fait, ils ont racheté il n'y a pas longtemps une boîte qui fait de la gestion de trésorerie. Et du coup, ils font du cross-sell, c'est-à-dire qu'à leurs clients existants, ils vont leur proposer le logiciel de trésorerie. C'est complètement adapté, c'est forcément quelque chose qui va les intéresser. Les deux logiciels vont parfaitement s'interconnecter et s'apporter de la valeur l'un avec l'autre. Donc voilà,
Mais alors typiquement, sur les produits en cross-sell, on est plutôt sur du SaaS mature. C'est pas au début qu'on fait ça, parce que construire 2 produits en même temps, c'est quand même très compliqué. Donc, il faut réfléchir à comment faire. Mais alors, celle-ci, ils ont vraiment fait ça bien. C'est d'une parfaite logique. Ils ont intégré ça super sur leur site web et a priori, ça cartonne. Donc voilà, c'est intéressant. Allez voir si vous voulez voir comment ils font aujourd'hui et comment ils présentent leurs produits. Voilà, donc du coup, ben, on a un modèle maintenant. Vous avez votre modèle de prix SaaS complet. Vous avez tout ce que vous voulez sous les yeux. Là, on reprend vraiment les grands classiques. Alors, le seul truc qui manque, à la limite, c'est d'avoir quelque chose qui est facturé à la consommation, qui vous donne un nouvel axe d'upsell. Donc, ça, c'est à réfléchir. D'ailleurs, c'est un vrai sujet hein, de voir si on veut plutôt facturer à l'utilisateur, plutôt à la consommation, ou les deux. Enfin, il y a des choses. En tout cas, ce qui est important, c'est que de toute façon, votre premier pricing ne sera pas le bon, votre deuxième ne sera pas le définitif, votre troisième non plus, vous allez le changer. Donc, il ne faut pas hésiter à changer son pricing. Il ne faut pas avoir peur de changer son pricing, c'est hyper facile. Il y a deux choses. On change le pricing pour les nouveaux clients ou pour les anciens clients. Et là, il y a un sujet. Est-ce qu'on applique le nouveau pricing aux anciens clients Mais ça peut être un peu plus compliqué à faire. Mais juste changer le pricing pour les nouveaux clients, mais ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire tous les mois si vous avez envie. Faut pas hésiter. Juste un peu former les gens en interne pour qu'ils connaissent bien les pricing, mais il n'y a pas de souci. Donc là, il faut vraiment pas hésiter à changer son pricing. Ensuite, il faut tester. Bah, en fait, si on le change, c'est pour tester des choses. Et moi, je trouve que quelque chose qui est vraiment difficile à tester et peut-être le plus touchy dans la gestion d'un pricing, c'est où est-ce qu'on met les fonctionnalités. Qui va avoir besoin de quoi en termes de fonctionnalités. Et là, il y a pas trop de débat en fait. Hein. Il faut aller discuter avec les utilisateurs, voir où est-ce qu'ils tournent, où ils trouvent de la valeur, voir si les gros utilisateurs, ceux qui trouvent beaucoup de valeur, payent le bon prix, sont au prix maximum, et du coup étudier dans le détail les fonctionnalités pour faire en sorte que on mette la fonctionnalité dans le bon plan d'abonnement. J'avance un peu vite, mais c'est pas grave. Donc, mesurer la rentabilité des clients, bah, ça, c'est ce que je disais à l'instant. C'est vérifier que les clients qui tirent de la valeur soient facturés suffisamment. Et puis, enfin, il y a l'augmentation des clients existants. Et ça, bah, c'est toujours un sujet. Moi, je l'ai jamais fait, en fait, chez Spread. J'ai jamais imposé un nouveau tarif à un utilisateur. Mais franchement, j'ai eu tort. On a fini par les faire migrer sur les nouveaux abonnements au fur et à mesure, tout simplement en bloquant leur abonnement sur les fonctionnalités. C'est-à-dire que les nouvelles fonctionnalités, on ne leur donnait pas. Alors des fois, ça nous a arrangé pas super, mais en général, on leur donnait pas. Et du coup, on leur vendait les nouvelles fonctionnalités. On a dit, non, mais pour ça, il faut passer sur le nouvel abonnement. Voilà. Alors on avait chez Spread, à l'origine, on était à 29 € en abonnement, et on a fini quand je suis parti, on avait un ARPU qui était à 350 €. Donc on est passé de 29 € à 350 €. On a multiplié par 12 notre abonnement, notre panier moyen. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut changer, il ne faut pas hésiter à changer. Alors vous imaginez bien que la rentabilité n'est pas du tout la même entre une boîte qui sort 30 € ou 300 € par utilisateur. Mais du coup, effectivement, on avait des utilisateurs, même quand je suis parti, on avait encore quelques utilisateurs qui étaient à 39 €, plus beaucoup, parce que on avait soit réussi à les upgrader, soit ils avaient fini par partir. Mais voilà. Donc ça, c'est un truc. N'hésitez pas, travaillez avec votre pricing, jouez avec votre pricing, et
tester les choses, il y a pas de souci. On peut facilement revenir en arrière, on peut changer, on peut tout faire. C'est vraiment pas un sujet. Pour les clients existants, on va pas les changer tous les 3-4 matins, hein. C'est pour ça que moi je pense qu'il y a vraiment une phase où on teste sur les nouveaux. Et à un moment, quand on a un changement majeur de pricing ou un plan, un modèle de pricing qui a évolué suffisamment et qui est suffisamment mature, bah, on va mettre les anciens clients dessus. Et là, en fait, j'ai lu plusieurs feedbacks là-dessus. Sur des gens qui avaient upgradé leurs clients sur le nouveau pricing. Et évidemment, on perd des clients. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a toujours des clients qui abandonnent. Mais en fait, c'est pas les meilleurs clients, parce que c'est pas les clients qui tirent de la valeur de votre produit. S'ils tiraient suffisamment de valeur, et si vous n'êtes pas complètement à côté de la plaque par rapport aux concurrents, hein, évidemment, aux concurrents comparables, eh bien en fait, ils vont rester chez vous. Et ils vont râler, ils vont pas être contents. Faudra leur expliquer assez longuement, mais c'est pas grave au final, parce que en vrai, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. De deux aspects. Un, parce que vous allez les augmenter sérieusement. Hein, j'imagine, c'est pas l'objectif, c'est pas de les augmenter de 10%, hein, c'est de les augmenter beaucoup plus que ça. Et puis deuxièmement, vous allez perdre des petits clients qui n'étaient peut-être pas rentables pour vous. Parce que ces clients-là étaient chronophages et en fait ne tiraient pas suffisamment de valeur. Donc, il ne faut pas hésiter à perdre des petits clients. Plus votre ARPU va augmenter mathématiquement. Donc, si votre ARPU augmente, votre LTV augmente. Donc, votre rentabilité financière augmente aussi mathématiquement dans vos KPI. C'est quand même un bon signe et ça peut aider à pas mal de choses, notamment à lever des fonds. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, c'est le moment, parce qu'après ça sera trop tard. L'objectif d'un webinar, c'est de bien d'avoir des moments où on peut poser des questions, sinon le replay c'est bien aussi. D'ailleurs, vous allez recevoir le replay dans un email tout de suite à la fin, et vous aurez aussi les slides si ça vous intéresse. Dans tous les cas, moi, je vous invite à tester Churniro. Allez sur le site churniro.fr. Vous allez pouvoir tester Churniro. Il y a un jeu de démo. Churniro, l'objectif, c'est vous apporter de la sérénité face à vos KPI. J'aime bien dire que Churniro, c'est le tableau de bord que vous n'aurez plus besoin d'aller voir, parce qu'en fait, Churniro surveille automatiquement l'intégralité de vos KPI sous de nombreux angles pour vous remonter les anomalies et vous montrer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre business SaaS. Et ça, complètement automatiquement. Et puis après, vous allez pouvoir collaborer et voir avec vos salariés, vos cofondateurs, vos investisseurs, enfin toutes les parties prenantes autour de vous pour échanger sur des problématiques qui auront été détectées avec Churniro. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, je suis à votre disposition. Je fais aussi du consulting sur toutes les problématiques de pricing, de mise en place d'outils de facturation aussi. Donc, si vous avez si vous avez des besoins, si vous connaissez des startups qui ont des besoins, bah, n'hésitez pas à me faire un petit message sur LinkedIn, sur Twitter ou par email. C'est tout simplement olivier@churniro.io, mon adresse email. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, je peux aussi vous proposer, vous me faites un petit message, j'ai une playlist YouTube dans laquelle est regroupé les 5 webinars que j'ai fait en avril et en mai. Il y a plein de sujets qui sont traités, donc n'hésitez pas. Normalement, ils ne sont pas trop redondants, donc ça devrait être assez intéressant pour vous. Voilà. Merci à vous, bonne fin de journée et puis à très bientôt.